Donc, lundi, non, c'était quand? Quand est-ce qu'on s'est vu? On est jeudi. Oui, oui, donc hier, on a fait tout le cours sur, en gros, hein, enfin on a fait ce qu'on a pu, on a réussi à peu près en 2 heures à résumer le cours d'hydrostatique, d'hydrodynamique. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier alors? C'est bon, vous avez tout compris, Bernoulli, Euler, Lagrange. Bon, il y a évidemment des blancs, hein, on ne peut pas encore une fois en 2 heures faire tout un cours d'un semestre habituel, mais bon, j'ai essayé de dire l'essentiel, et puis maintenant on va faire des exos. Donc je vous... Le numéro 7, on va faire le numéro 7, absolument. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, on va le faire. Je propose quand même peut-être qu'on démarre un peu doucement, enfin, en même temps, c'est quoi le 7? Ouais, on fera le 7, mais je propose d'y aller un peu plus doucement. On va commencer par le 1, une fois n'est pas coutume. Parce que ça, il faut avoir vu ça. Établir la loi fondamentale. Donc, c'est la variation de pression avec l'altitude. Oui? Oui. Et même agrafé. Ça, c'est un privilège dont les autres vont être jaloux. C'est pas juste. Ok. Alors, établir la loi fondamentale de l'équilibre hydrostatique pour un fluide placé dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, il y a un champ de pesanteur G. Bon, la loi de l'hydrostatique, vous la connaissez. Il s'agit de dire que la somme des forces est égale à 0. Et les seules forces sont les forces de pression. Et la force, alors, sur un volume d'étau, sur une particule fluide de volume d'étau, vous vous rappelez comment on calcule la force de pression? On l'a fait hier explicitement. Hein, on fait la somme de la pression qui pousse par là, plus celle qui pousse par là, plus celle qui pousse au-dessus, plus celle qui pousse en dessous, devant, derrière. Quand on fait ça, on a une différence de pression, et puis il y a un volume qui apparaît, et on trouve, on l'a fait hier, je ne le refais pas bien sûr, moins gradient de P d'étau. Hein, sur une petite particule fluide de volume d'étau, la force de pression résultante sur les 6 faces, enfin sur tout le pourtour, si ce n'était pas cubique, ce serait pareil évidemment, moins gradient de P d'étau. Et puis, on a aussi le poids, en fait, donc je vais le noter P, qui vaut simplement ρg d'étau. D'accord? La masse fois d'étau. Et donc, la somme des forces égale 0, ça s'écrit, ça plus ça égale 0, c'est-à-dire grade de P égale ρg, autrement dit, donc ça c'est moins ρg uz, et par conséquent, dp sur dz égale moins ρg, c'est-à-dire P égale P0 moins ρgz. Donc ça, vous devez être capable de le réétablir. D'abord, il faut le savoir. Hein, le gradient de P égale ρg, c'est ça, l'équation de l'hydrostatique. C'est ça. Hein. Et il faut savoir, là, on vous demande de l'établir, il faut savoir le réétablir. Mais simplement en disant, la résultante des forces de pression, c'est ça, le poids, c'est ça, la somme des deux doit être nulle, et donc voilà, hein, il n'y a aucune difficulté. Alors, en déduire la loi donnant la pression dans un fluide incompressible de masse volumique ρ en fonction de la profondeur, en fait, je viens de le faire, donc ça, c'était le deuxièmement. Le premièrement, c'est jusque-là. Ça, c'est l'équation de l'hydrostatique. Et 2, c'est vous résolvez l'équation dans un cas très simple où G est constant et ρ est constant, il n'y a aucune difficulté, et ça donne P égale P0 moins ρgz. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que plutôt que de travailler dans un fluide incompressible, on va regarder ce qui se passe, en l'occurrence pour l'atmosphère, sachant que l'atmosphère n'est pas du tout incompressible. Le gaz, l'air, n'est pas incompressible, et donc la densité va dépendre de l'altitude. Et si ça dépend de l'altitude, pour obtenir la pression, il faut intégrer un truc qui n'est plus constant ici. Donc, il faut juste mettre la bonne loi puis faire l'intégration. Il n'y a aucune difficulté non plus. Mais enfin, il faut le faire dans différentes hypothèses. Alors, la question 3 consiste à s'intéresser à une atmosphère isotherme. Donc, on suppose que la température ne dépend pas de l'altitude. Et qu'on a un gaz parfait
Alors, vous n'avez pas encore revu la thermo, mais enfin, vous connaissez les gaz parfaits. De masse molaire, grand M. Et on note P0, la pression au sol en Z égale 0. Je décide de prendre un axe Z dirigé vers le haut avec Z égale 0 au niveau du sol. Et donc la question, c'est quelle est la pression en fonction d'altitude, en faisant l'hypothèse que l'atmosphère est isotherme. Alors, il faut exprimer la pression en fonction de la masse volumique, oui. Oui, mais alors la pression... oui, alors je l'aurais dit dans l'autre sens. Il faut exprimer plutôt... Enfin, d'accord, mais c'est la même idée. D'accord. La relation entre la pression et la masse volumique. Alors, comment exprimer la relation entre la pression et la masse volumique, sachant que c'est un gaz parfait? Qu'est-ce que la loi des gaz parfaits? Alors, vous dites PV égale nRT, où n est le nombre de moles, V est le volume considéré. Hein. Alors, comment on fait apparaître là-dedans la densité? Parce que c'est ça qu'on veut, en fait. Hein. On veut résoudre cette équation-là, ni plus ni moins. G est constant, tant mieux. Pas tout à fait, mais on va supposer que c'est constant. Hein. Ça dépend un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, on veut un ρ de Z ici. Enfin, on veut un ρ de P. Enfin, on veut faire quelque chose. On veut relier ρ et P. Comment on fait intervenir ρ là-dedans? La masse molaire, c'est la... Ah, petit n, vous voulez dire? D'accord. Parce que la quantité matière, c'est une masse sur masse molaire, et la masse, c'est ρ volume. Oui, alors c'est ça. Donc, ouais, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Tout le monde est d'accord. Et effectivement, la masse, c'est ρ fois le volume. Par conséquent, on a PV qui vaut ρVRT sur M, donc P qui vaut ρRT sur M. Alors ça aussi, il ne faut pas le savoir par cœur, il faut savoir le retrouver en une ligne. Et puis, à force de l'entendre, ça sonne bien aux oreilles. P égale ρRT sur M, hein, quand on tombe dessus, on se dit « ouais, c'est ça ». J'avais oublié, mais oui, c'est ça. Enfin, moi, ça me fait ça en tout cas. Je ne me rappelle jamais, mais quand je retombe dessus, je sais que c'est bon. Donc, ρRT sur M. Très bien. Alors, du coup, on va pouvoir remplacer... pardon, c'est ça notre équation. Hein. Donc, on va pouvoir remplacer... On veut P en fonction de Z, donc on va plutôt remplacer ρ parce que ça vaut. Mais du coup, on aura aussi ρ en fonction de Z, donc l'un ou l'autre. Mais enfin, remplaçons donc ρ qui vaut PM sur RT. Donc, on a dP sur dZ qui vaut moins PM sur RT G. Et donc ça fait dP sur P qui vaut moins mg sur RT dZ. Et ça s'intègre trivialement de Z égale 0 à Z, enfin à l'altitude qu'on veut. Donc somme de Z égale 0 à Z de dP sur P égale somme de Z égale 0 à Z de moins mg sur RT dZ. Alors ça, c'est une constante à intégrer, ça ne va pas être compliqué. Et ça, c'est un dP sur P, ça s'intègre en log de P de Z sur P de 0. Donc log de P de Z sur P de Z égale 0, c'est-à-dire P0. On a décidé d'appeler P0 la pression à l'altitude nulle, égale donc moins mg Z, moins 0, donc Z, sur RT. Autrement dit, P de Z égale P0 E puissance moins mgz sur RT. Et voilà. Et donc on a une atmosphère qui est exponentielle. C'est-à-dire la pression décroît exponentiellement avec une échelle de hauteur. C'est quoi l'échelle caractéristique de décroissance de la pression? C'est RT sur mg. Très bien. Tout le monde voit ça? Ça, il faut que ce soit un réflexe clair pour tout le monde.
Il faut que vous arriviez à lire le sens physique des expressions comme ça avec des exponentielles. Hein, on a en fait, donc on a P0 en z égale 0. Et puis ça décroît exponentiellement. Et quelle est l'échelle au bout de laquelle la pression elle est vraiment très petite? Ça décroît exponentiellement. Donc au bout d'un moment, il y a vraiment, enfin très rapidement, il n'y a plus grand-chose. Mais quelle est l'échelle de distance? Eh bien, quand vous avez E puissance, on a déjà vu avec le temps, je sais pas, E puissance moins t sur taux, on a vu que l'échelle de temps, c'est ce taux-là. Alors en longueur, c'est voilà, E puissance moins z sur h, en fait. Ça vous donne l'échelle de temps, ce h. Disons, c'est l'altitude au bout de laquelle la pression a été divisée par E. Hein, puisque E puissance moins 1, ça fait 1 sur E. Donc, vous avez P0 en z égale 0. Et vous avez P0 E puissance moins h sur h en z égale h. Et ça, c'est P0 sur E. E, vous savez tous combien c'est? 2,7. D'accord, hein, enfin, c'est un nombre transcendant, hein, donc je ne vais pas vous donner toutes les décimales. Mais donc voilà, vous avez déjà divisé d'à peu près 3 la pression. Du coup, si vous montez encore de h, vous allez rediviser par 3 le truc que vous avez déjà divisé par 3, donc ça fait par 9. Et puis, donc c'est exponentiel par définition. Donc au bout de 4 ou 5 fois h, en fait on l'avait vu l'autre fois, si on veut tomber à 1% de la pression initiale, il faut aller à 4,6 fois h. Vous vous rappelez ce chiffre à peu près, hein, c'était log de 100 qui fait à peu près 4,6. Voilà. Donc l'échelle de hauteur de l'atmosphère, effectivement, il n'y a qu'à le lire là-dessus, c'est RT sur M. Je vais noter H, je l'appelle H. RT sur MG, bien sûr, pardon, il manquait de G. Alors, ça fait combien? Tiens, calculons ça pour l'air. Quelle est l'échelle à peu près de décroissance de la pression dans l'atmosphère? Alors, R, 8,31. T, 300 Kelvin, disons, prenons, d'accord. M, la masse molaire de l'air. Oui, mais attention, ce n'est pas par litre, là, c'est la masse molaire, c'est la masse d'une mole. 29, à peu près 29 grammes par... 29 grammes par mole, oui, c'est ça, à peu près 29 grammes. 24 litres par mol, c'est un chiffre qui marche à peu près tout le temps. 24 litres par mol, oui, mais ce qu'on veut, c'est la masse molaire. Donc, il faudrait combiner avec son 1,2. 1,2 fois 24, ça doit faire le 29 à peu près. Allez, 29. Et puis 10. Puis là, on va mettre 30 hein, même. Donc là, en fait, on a 300 sur 300, donc 8 km. D'accord? À peu près. Ah oui, alors, si on est en mètres, mais ça, c'est en grammes. C'est 29 grammes par mol. Donc, en fait, c'est 29 10 moins 3. Vous voyez, je l'ai intégré parce que... Ah oui, c'est kilogrammes dans le système international. Donc ça, c'est 29 10 moins 3. Donc, une seconde. Donc ça fait à peu près entre 8 et 10 km. C'est l'échelle typique. Sachant que, évidemment, en vrai, plus on monte, plus il fait froid. Et donc, mais bon, on y vient tout de suite d'ailleurs. Oui. Juste par rapport à la compte de CP 0 et en z égale 0, ouais, c'est une image, c'est pas la même. En fait, on a P de Z qui vaut P0 puissance ça. Voilà. Donc c'est H sur H. Enfin, quand on est en Z égale H. Égale H, mais pourquoi le P0 sur E? Parce que E puissance moins 1, c'est 1 sur E. Ça égale ça. Ah oui, d'accord, mais c'est pas la même. Oui, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Pardon. Yes? Ça veut dire au bout de 8-10 km, il y a plus de pression. Oui, enfin, elle a été divisée par E. Et puis, du coup, au bout de 16 km, elle a été divisée par E au carré. Et puis après, bon, donc il y en a de moins en moins. C'est l'échelle de hauteur de... Je vous fais remarquer d'ailleurs que si la densité de l'air était la même qu'au sol, quelle serait la hauteur de l'atmosphère? Bonne question.
Hein? Non, si la densité de l'air était la même qu'au sol, vous venez de la donner, la densité de l'air, à peu près 1,2 g par litre. Enfin, 1,2 kg par mètre. Donc 1,2 kg par mètre cube, à peu près, à la densité là, standard, grosso modo. Disons, enfin bon, ok, 1,2 kg par mètre cube. Si cette densité était la même partout, parce qu'évidemment, quand on monte, la densité décroît, on vient de le voir d'ailleurs. Hein. P décroît, donc ρ décroît. Mais supposons que ce soit la même partout. Quelle serait la hauteur de l'atmosphère? Comment on peut savoir ça? Non, on cherche. Non, on oublie ça, c'est un autre problème. Je connais la densité de l'atmosphère, je suppose qu'elle est constante partout. Quelle est la hauteur de l'atmosphère? Regardez quand il y a 1% d'atmosphère. Oui, non, oui. Non, j'oublie ça. Là, on a dit, on vient de calculer que dans une atmosphère isotherme, en fait, le profil est exponentiel. Mais il n'y en aurait pas en fait. Donc, je suppose, donc j'oublie ça, c'est bon, l'exo est fini. Maintenant, je pose la question, supposons qu'on est dans une atmosphère où la densité est constante. On intègre entre 1 et 0 Pascal. Oui. On connaît la pression au sol. Atmosphère, pardon. On connaît la pression au sol. La pression au sol, c'est une atmosphère. D'accord? Et une atmosphère, c'est combien de pascal? 101 000 fois 125. Ouais, allez, 10 puissance 5 pascal. Les pascal étant l'unité. Ok. Mais ces 10 puissance 5 pascal, ça correspond à quoi en fait? C'est la différence de pression entre la colonne et l'espace. Oui, mais voilà, c'est le poids de l'air qu'il y a au-dessus. Donc, les pascals, c'est des newtons par mètre carré. Donc, ça veut dire que sur 1 mètre carré, vous prenez 1 mètre carré, là, enfin, là, sur 1 mètre carré, il y a au-dessus combien de kilos? Dans le cas où c'est la même partie. Et on monte juste. Non, mais là, dans tous les cas, s'il y a une pression de 10 puissance 5 pascal, ça veut dire qu'il y a une certaine masse d'air au-dessus de chaque mètre carré. Et ça, c'est indépendamment de quoi que ce soit. La pression, c'est ça. Enfin, si l'atmosphère est à l'équilibre. C'est-à-dire que la pression est exactement ce qu'il faut pour contrebalancer le poids. C'est l'équilibre hydrostatique. Il y a 8 km3 d'air. 8 km3 d'air. Oui. Puisque c'est pour 1 mètre carré. Ouais. 8 Donc, km3 d'air au-dessus de... au-dessus du mètre carré. Alors, attendez, on va l'écrire. Mais vous y êtes. On s'approche. Donc, la colonne d'air au-dessus de la surface S a un poids, doit avoir un poids, donc sa masse fois G, ça doit être égal à la pression fois S. D'accord? La pression fois S, c'est la force que l'air exerce sur le sol, ou que le sol exerce sur l'air, pareil. Et cette force, c'est le poids de la colonne d'air au-dessus. On est d'accord? Puisque c'est à l'équilibre. Donc, P fois S est égal à mg. Si P, c'est 10 puissance 5. Bah, M, c'est du 104. Oui, alors si là, il y a 1 mètre carré et que là, il y a 10 puissance 5 pascal, effectivement, si ça vaut 10, ça vaut 10 puissance 4 mètres. Donc, kilo. Ouais, ça va aller. 10 puissance 4 kilos. Maintenant, vous avez la masse volumique. Si vous avez 10 puissance 4 kilos, vous avez combien de mètres cubes? Non, 4 000. Ouais, c'est ça. Ça, c'est 10 000. Si c'était 1, ce serait 10 000. Et c'est 1,2, donc c'est 8 000. D'accord? 8 fois 1,2, ça fait 10. Hein. Enfin, peu de choses près, ça fait 9,6. Donc,
il y a 8000 mètres au-dessus du sol, donc 8 km. Yes? Ouais, et le volume, il fait bien 8 km3. Oui. Oui, on est d'accord, c'est bien. Oui, oui. Mais on demandait la hauteur. Mais oui, oui, c'est ça. Non, on n'est pas d'accord, pardon. Non, on n'est pas d'accord. Non, parce que c'est au-dessus d'1 mètre carré, pas d'1 kilomètre. 8 km cubes, c'est 8 km fois 1 km fois 1 km, pas fois 1 mètre fois 1 mètre. Ah oui, oui, mais alors... ah oui, d'accord. D'accord? C'est juste 1 million de fois moins. D'accord? D'accord. Donc 8 km. Donc on retrouve cette échelle d'épaisseur de l'atmosphère. En gros, si tout était constant, on aurait 8-10 km d'atmosphère. Et c'est aussi l'échelle de distance qu'on trouve pour la diminution exponentielle de la pression lorsqu'on a un modèle isotherme. OK? C'est bien d'avoir ces chiffres en tête, quoi. En gros, on a 10 km d'atmosphère au-dessus de nous. Donc l'espace, c'est pas loin, quoi. Hein? Les avions volent à 10 km. Et puis après, pourquoi ils ne volent pas plus haut, les avions? Il y aurait moins de résistance de l'air s'ils allaient plus haut. Non, mais après, ils peuvent pas... Après, il n'y a plus de portance. Exactement. Donc il y a un moment... c'est impossible d'aller en avion à 40 km. C'est juste impossible. Et il allait plus haut, mais c'était quoi le Concorde? C'était 15 000? 15 000? Il allait plus vite et puis... 17 000? Plus grand. Voilà, mais ça ne montera jamais à 40 km. Quand Baumgartner là, a fait son saut là, en parachute, là, depuis, il est monté à 40 km, il est monté en ballon. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'accord? Rien du tout. Donc la seule façon de voler très haut, c'est d'avoir, enfin, ou alors comme une fusée, quoi, à réaction. Enfin, faut pas que la portance soit due à l'air, parce qu'il n'y a juste pas de portance, il n'y a plus d'air, donc c'est fini. Enfin, il n'y a plus beaucoup d'air, plus assez d'air en tout cas. Bien. Allez, on continue. Quatrièmement. Alors maintenant, on ne suppose plus que l'atmosphère est isotherme, on suppose qu'elle est polytropique, c'est-à-dire qu'elle obéit à ce qu'on appelle donc une loi polytropique d'indice K, ce qui signifie qu'il y a une relation entre la pression et la masse volumique qui est P sur ρ puissance K égale constante. Alors, je ne sais pas si François Gallet, la semaine prochaine, vous parlera des atmosphères polytropes. Je pense que non, c'est pas très important. Mais vous voyez que cette loi est une loi un peu généralisée. Dans le cas d'une atmosphère isotherme, on a vu PV égale nRT, c'est-à-dire P égale ρ RT sur M. Donc si elle est isotherme et ρ, donc on a P sur ρ égale constante. D'accord? Pour l'atmosphère isotherme. Écrivez pas ça, hein, c'est pas... Enfin... Donc vous voyez qu'une atmosphère isotherme, c'est en fait une atmosphère polytropique d'indice 1. Et puis, quand vous êtes adiabatique, vous vous rappelez les transformations adiabatiques? C'est quoi la loi Oui, ça veut dire pas d'échange de chaleur. Et qu'est-ce qu'on peut dire quand vous avez un gaz qui subit une transformation adiabatique? PV puissance gamma égale constante. Pour un gaz parfait. Non. L'air est un gaz parfait. Hein. Un peu toujours... À très peu de choses près. Enfin, dans les conditions normales. Donc, PV puissance gamma égale constante. Bon, en gros, ρ, c'est 1 sur V. Hein, c'est la masse sur... Donc ça, en fait, ça vous fait P sur ρ puissance gamma égale constante. Donc, une transformation isotherme,
c'est une transformation polytropique d'indice 1. Une transformation adiabatique, c'est une transformation polytropique d'indice gamma. Alors gamma vaut 1,4 pour l'air à peu près, gaz diatomique. Vous reverrez ça, tout ça en principe la semaine prochaine. Tout ça pour dire que le P sur ρ puissance K égale constante, c'est une espèce de généralisation qui fonctionne pour ces cas-là, mais qui peut fonctionner dans des cas un peu plus larges. Donc, dans certaines conditions, on peut montrer que les transformations obéissent à une loi polytropique. C'est souvent de façon approchée, mais bon, c'est juste pour faire un calcul, pour voir un peu comment les choses se modifient. Donc, on suppose que l'atmosphère obéit à cette loi-là. Et on demande à nouveau... Alors, on demande, là, il y a un petit peu de calcul à faire. On demande, donc, petit a, montrer que dt sur dz, alors cette fois, ça implique la température, dt sur dz est une constante à exprimer en fonction du reste. Donc, montrer que dt sur dz égale constante. Alors, comment on va faire ça ? On va écrire ce qu'on sait déjà, et puis, quand on aura tout ça en face, on espère que quelque chose apparaîtra. Donc ce qu'on sait, c'est que PV égale nRT, déjà. Alors on sait ça, en fait. P égale ρ RT sur M. Donc ça relie P, ρ, T. Voilà. Par ailleurs, donc on sait que P sur ρ puissance K égale une constante, grand K. OK. Et puis, par ailleurs, on sait que on a la loi d'équilibre hydrostatique. Donc, on sait par ailleurs que dP sur dz égale moins ρg. Bon. Et on veut montrer que dt sur dz égale constante. Est-ce qu'on a d'autres choses à écrire que ça? Non, hein, pas bien. On a tout dit là. Hein. Donc voilà, il faut touiller. Alors, voilà, on veut dt sur dz. Si on dérive ça par rapport à z, on va avoir un dp sur dz, ça tombe bien, on l'a. Et puis il va y avoir un dρ sur dz qui va pouvoir être relié aussi au dp sur dz via ça. Donc on va s'en sortir. Alors il y a une façon astucieuse de travailler avec des différentiels lorsqu'on a des relations de ce type. Est-ce que vous savez prendre la différentielle? Est-ce que... ouais, comment... je vais écrire un truc, et vous allez me dire si... Mais oui, bien sûr, ou si... Oulala, c'est quoi? Alors... ça vous va, ça? Ça vous rappelle vaguement un truc, quand même. La dérivée logarithmique. Ça vous parle? Alors, c'est une astuce classique, donc c'est pas mal de l'avoir en tête. Si vous avez, je vais prendre des grandeurs, A puissance alpha fois B puissance bêta fois C puissance gamma, mettons, égale constant. Si j'ai ça, vous êtes d'accord que j'ai aussi le log de tout ça qui égale à constante. Enfin, pas la même constante, enfin, le log de la constante d'avant. D'accord? OK. Mais le log de ça, c'est quoi? C'est alpha log de A plus bêta log de B plus gamma log de C.
égale constante. Et maintenant, je prends la différentielle de ça. La dérivée de log de A, c'est 1 sur A. Donc d de log de A sur dA, c'est 1 sur A. Donc d de log de A, c'est dA sur A. Donc, alpha dA sur A, plus bêta dB sur B, plus gamma dC sur C, égale la différentielle d'une constante, c'est 0. OK? Alors j'en ai pris 3, je peux en prendre 12. Enfin, on peut s'arrêter là, on est d'accord. Mais notez bien que ça marche y compris pour des... Enfin, là, c'est multiplié, mais si c'est divisé, ça marche aussi. C'est-à-dire, si les coefficients, là, sont négatifs, zéro problème. Ceci reste vrai. Hein. Voilà pourquoi, là, j'ai différencié ça. Et donc, j'ai un dp sur p. Ici, j'ai ρ puissance moins k, en fait. Donc, moins k d ρ sur ρ égale 0. Et ça, c'est très pratique parce que maintenant, j'ai immédiatement un dp sur d ρ qui vaut kp sur ρ. Bon, alors, est-ce que ça nous aide, ça? J'espère. Oui, bien sûr, ça va nous aider. Donc, on veut dt sur dz. Alors, on pourrait même refaire pareil ici. Là, vous avez... Appliquons juste pour se faire la main. Appliquons la même idée ici. On a dp sur p qui est égal à d ρ sur ρ plus dt sur t. Ρ est constant, R est constant, M est constant. Vous voyez, c'est super pratique en fait. Ah, ρ n'est pas constant. Pardon, non, R est constant, M est constant. Bien sûr, ρ n'est pas constant, c'est pour ça qu'il est là. Oui, bien sûr. Bon, alors si on touille tout ça maintenant, un peu mieux, enfin c'est peut-être plus simple à touiller, je veux dire, c'est... Qu'est-ce qu'on... On veut dt sur dz. Alors on a un dt là. dp sur... en fait, dp sur p, c'est k d ρ sur ρ. Donc on a un dt sur t qui vaut k moins 1 d ρ sur ρ. On veut trouver quoi? Ouais, il y a du k moins 1 dans ce qu'on veut trouver, donc c'est plutôt sympa hein, pour l'instant. Alors, on a un dt sur t qui vaut k moins 1 d ρ sur ρ. Très bien. Ah, ce serait mieux d'avoir tout en fonction de dp, parce que c'est dp sur dz qu'on a. Donc, on va hein, plutôt que de remplacer dp sur p ici par k d ρ sur ρ, on va remplacer d ρ sur ρ par 1 sur k dp sur p. OK? Donc, dt sur t, c'est moins d ρ sur ρ. Je vais l'écrire en deux fois, parce que sinon je vais me gourer. Plus... Non, c'est l'inverse. Oui, égale dp sur p, pardon, moins d ρ sur ρ, c'est-à-dire plus 1 sur... Donc, fois plus 1 sur k. C'est ça? Bon. Non, c'est négatif. Non, c'est moins là. Oui. Oui, c'est moins d ρ sur ρ, et d ρ sur ρ, c'est 1 sur k. Oui. OK, donc j'aime mieux. Donc dt sur t vaut ça. Maintenant, dp... Donc en fait, voilà, hein, on a dt qui vaut dp fois t sur p facteur de 1 moins 1 sur k. Et donc, d'accord, enfin là j'ai juste multiplié par t.
Et maintenant, si je divise les deux côtés par dz, j'ai dt sur dz qui vaut dp sur dz fois ça. Et dp sur dz, c'est moins ρg. Ouais, alors je me suis peut-être pas bien pris. Hein. Alors, en plus, le nez au tableau, comme vous savez, c'est plus dur encore de voir les choses. Mais enfin, dp, en tout cas, ça y est, on a fini, puisque dp sur dz, c'est moins ρg. Donc j'ai moins ρg t sur p facteur de 1 moins 1 sur k. Et ρt sur p, c'est m sur r, c'est bien une constante. Bon, on doit pouvoir s'y prendre de 1000 façons, on est bien d'accord, mais en tout cas, on a obtenu ça. Et on n'est pas si mécontent. C'est bon, je ne suis pas trompé, vous retrouvez ça aussi ? Pour passer de là à là, j'ai utilisé ça. J'ai dit que ρt sur p, c'était m sur r. Et du coup, j'ai fait ça. ρt sur p, c'est m sur r, donc ça me donne ça. Alors, donc, égale constante, évidemment. On est content de retrouver que... Oui ? Ah, c'est la masse molaire, bien sûr, bien sûr. Merci. Il y a un truc qu'on est content de retrouver là. Si k vaut 1, on a dit que si k valait 1, en fait, on était dans une atmosphère isotherme. Et dans une atmosphère isotherme, on a vu, évidemment, dans une atmosphère isotherme, dt sur dz, ça doit être égal à 0. Isotherme, ça veut dire que t ne varie pas. Et on trouve bien que si k vaut 1, dt sur dz égale 0. Donc ça, c'est une généralisation du cas isotherme qu'on a vu. On retrouve le cas isotherme quand k égale 1, parfait. Donc ça a des chances d'être juste aussi, ça. Ok, puis c'est homogène parce que mgz, c'est une énergie par mol, et RT, c'est une énergie par mol. Hein, vous savez que c'est kT d'énergie, K facteur de Boltzmann, et R, c'est juste le nombre d'Avogadro fois K. Donc c'est bien, on est très content. Hein, ça, c'est des joules par Kelvin fois des Kelvin, et ça, c'est des mgz, c'est une énergie. Bon, et ben voilà. Et alors, c'est quoi la question suivante? Ah oui, donc montrer que c'est constant, c'est fait. En déduire que l'on a... Alors maintenant, on nous demande le profil de pression. Vous voyez, soit dit en passant, que dans une atmosphère polytropique, la température a un profil linéaire. D'accord? Ça décroît linéairement. Hein, le dt sur dz égale constante. C'est-à-dire, à chaque fois que vous montez de tant de mètres, vous perdez tant de degrés. Et ça, c'est assez typique. Hein. Souvent, on dit on perd... c'est quoi? On perd 1 degré tous les 300 mètres, c'est ça à peu près? Enfin bon, ça dépend évidemment des conditions. Mais... Donc voilà, on trouve qu'effectivement, pour n'importe quelle atmosphère polytropique, quel que soit le cas ici, on a une décroissance en fait qui est linéaire de la température au-dessus du sol. Donc, alors en déduire P de Z, donc il va quand même falloir intégrer... il va falloir intégrer... alors on veut P, donc il faut revenir à une équation où il n'y a que des P, quoi. Oui, c'est ça. Alors on peut passer par celle-là. On veut des P sur des Z, hein. Donc moins ρg, ça veut dire qu'on veut ρ... Laquelle on va prendre? Ici on a dt...
On l'appelle comment cette constante? On l'appelle pas. Bon, ok. Laquelle on part? Ah, ça, c'est pas mal? Non? Ah, si. Ah oui, ça, c'est pas mal. Ah ben, ça nous avait donné ça. Oui, mais maintenant, on sait que ça, c'est une constante. Et donc, on a un dp sur dz. Ah. Non. Oh là. Alors, comment on fait ça? Bah, ça dit la loi du gradient P. Donc P, c'est rho MP sur N. Ah, très bien la fin. Et que du coup, on fait une extrémité en fonction du P. Vous voulez dire qu'on peut mettre là-dedans... Ah bah c'est ce qu'on a fait là. Ah non. Et dans dt, moi je vais passer dans dt sur dz égale machin. Ouais. Remplacer t par L'extrémité, l'extrémité dérivée Ouais, ouais, c'est ça. l'extrémité avec la première équation et dérivée par z. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de l'équation de dt sur dz, et une constante. Ouais. On va le dire par la suite. Après, je fais t égale az plus b, du coup. Donc ça c'est grand A. Ouais. Donc, grand T, Ah, j'intègre. Et vous ça, dites je fais- T égale AZ plus B. Après, on est d'accord, on peut écrire qu'on a d de p sur p, qui est égal à moins mg sur r fois dz sur t. Où ça? D de P sur P. d de p sur p égale moins mg sur r fois dz sur t. Fois. C'est dp sur dz qui égale à moins mg sur r fois p sur t. Ouais. Vous dites dP sur P égale Moins mg sur r fois dz. Ah, fois DZ. En fait, on reprend l'équation qu'on avait dp sur dz égale à moins p mg sur rt. On avait au tout début. Je la vois même plus. Ah, elle était écrite là? Ah oui, oui, ça c'est l'équilibre hydrostatique. Et voilà, somme des forces égale 0. Donc là, en fait, ce qu'on a, on fait une intégration par partie à gauche et à droite. À gauche, on a une fonction qui dépend que de la pression. On intègre, on ln. Et à droite, on a juste à intégrer u' prime sur u. Parce que t ne dépend que de z. Ah oui, oui, ça y est, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, non, non, ça y est, j'y suis. Ok. Ce que vous dites, c'est que ça, maintenant, c'est moins mg sur R, facteur de dz sur az plus b. C'est ça? C'est ça que vous dites? Et que ça, on l'intègre. Ça fait log de p de z sur p0. Et alors, juste, et le p aussi, on le réexprime. Parce que j'ai simplifié les mg. Le p, on le réexprime. Et ça, parce que si, et ça, c'est log de az plus b sur la même chose en z égale 0, c'est-à-dire sur b. Le tout, moins mg sur r, et par conséquent, on a p de z qui vaut p0 az plus b sur b puissance moins mg sur r. Et moins mg sur r, c'est a fois 1 moins 1 sur k. Ah, il doit y avoir mieux, hein. Ah oui, non, parce qu'en plus, là, il y a du 1 sur a, là. Ah oui, il est a, oui, bien sûr.
Il est là, le A. C'est ça, hein? Log de A à Z. Oui, c'est ça. Et donc là, il y est. Et maintenant, MG sur AR. A fois mg sur R, ça fait 1, c'est ça. A, d'accord? AR sur mg. AR sur mg, c'est 1 sur K moins 1. AR sur mg, c'est 1 sur K moins 1. Donc, mg sur AR, ça fait K sur K moins 1. C'est bien ça. Moins. Bon. Donc c'est ce qu'il faut. Alors il y a peut-être mieux, je ne sais pas. En tout cas, merci, ça marche. Donc on va s'en contenter. Je propose qu'on passe pas, enfin regardez ça si vous voulez. Je propose qu'on passe pas trop de temps là-dessus. C'est pas l'essentiel. Il faut qu'on fasse des exos d'hydrostatique. Là c'est du calcul. Je pense que c'était pas un mal qu'on revoie les dérivés logarithmiques. Ça c'est fait. Vous voyez comment on peut manipuler les choses. Il y a probablement mieux que ça. Je ne sais pas exactement quoi. Et je n'ai pas envie de le chercher maintenant. Mais n'hésitez pas à trouver chez vous une solution élégante. En tout cas, on obtient le bon résultat, sachant que le bêta du coup de l'énoncé, c'est justement A sur B. Là. Alors, ils mettent moins bêta, mais parce que ce A, en fait, on l'a vu ici, est négatif. Donc, ça marche. Bon, bref. On ne va pas creuser plus, mais c'est bon. Je recommence. Bon, bref. On n'a pas écrit de bêtises. Bon, allez. Il n'était pas si simple cet exercice, mais utile quand même. Alors, allez, des trucs super classiques d'hydrostatique. J'efface au milieu. Bon, ces questions d'atmosphère, là, c'est très classique hein, aussi. Donc, enfin, essayez de vous souvenir un petit peu des raisonnements type. Alors, l'exercice 2, surface de contact entre deux fluides. Donc l'idée c'est qu'on met deux fluides non miscibles en contact, un fluide 1, un fluide 2, qui ont des densités différentes, a priori. Montrer que la surface de contact entre les deux est plane. Elle est horizontale, pas juste plane, elle est plane et horizontale. Donc on est dans un champ de pesanteur G. Comment vous allez montrer que, que cette interface est horizontale en fait? Supposons qu'elle ne le soit pas, comme là. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme contradiction? Oui. On peut écrire? Ah, c'est quoi la relation de l'air? Je ne connais pas, moi. Mais dites-moi. Ah, vous voulez dire l'équation de l'air de... Oh là, le ρ dv sur dt plus... Ah oui, c'est ça, oui. Donc, il faut écrire la statique, en fait. Oui. Donc, la statique... C'est effectivement dp sur dz, comme on vient de le voir, égale moins ρg. Et la conséquence de ça, on l'a déjà vu, hein, c'est que la pression au sein d'un fluide, alors ça c'est au sein d'un fluide, quand on descend d'une hauteur h, la pression augmente de ρgh. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Si on a P ici on a P plus ρgh. Vous pouvez le voir aussi avec Bernoulli, hein. P plus ρgh plus 1,5 de ρv2 égale constante. Donc au repos, V égale 0, donc P plus ρgh égale constante. P plus ρgz égale constante. Donc ça veut dire que ici, le h il est à z, le z il est à moins h par rapport au celui d'avant. P plus ρgz égale constante, ça nous dit que la pression quand on est plus profond d'une hauteur h, est augmentée de ρgh. Okay? Bien.
Mais du coup, prenez ce point-là, par exemple, et ce point-là. C'est quoi la différence de pression? Alors, ces deux-là, dans le liquide 1, ce point-là et ce point-là sont à la même pression puisqu'ils sont à la même hauteur. Et du coup, ce point-là, alors je vais appeler ça A et j'appelle ça B, d'accord? Et puis ça, j'appelle ça B', tiens. Donc, j'ai PA qui vaut PB', et donc j'ai PB qui vaut PB' plus ρ1 GH, c'est-à-dire PA plus ρ1 GH. Ou H, c'est ça. Mais maintenant, si je passe par là, ici j'ai un point A', je peux écrire par ailleurs, dans le liquide 2, cette fois, que PA', c'est PA plus ρ2 GH. Parce que là, je me suis enfoncé d'une hauteur H dans le liquide de densité ρ2. Et puis ensuite, j'ai A' et B qui sont à la même hauteur dans le même fluide, donc ils ont la même pression. Puisque la pression ne dépend que de Z ici. Hein. Donc j'ai PB qui vaut PA'. C'est-à-dire PA plus ρ2 GH. Bon, bah, vous voyez que PB, c'est à la fois PA plus ρ2 GH et PA plus ρ1 GH. Si ρ1 est différent de ρ2, la seule solution, c'est que H soit 0. Si H c'est 0, bah, c'est que l'interface est horizontale. Ils sont à la même altitude, en fait. Donc l'idée intuitive, c'est que pour passer sur un même plan, au sein d'un même fluide, c'est la même pression. Et ensuite, pour s'enfoncer de H, bah, si on s'enfonce dans un certain liquide, on gagne ρ1 GH. Si on s'enfonce dans l'autre liquide, on gagne ρ2 GH. Et donc, comme ça doit être pareil, il faut que H soit nul. OK? Bon, un petit truc, un petit bonbon en passant, là, pour le plaisir. Exercice 3. On a dit qu'on speedait aujourd'hui. Hein. Alors, surface libre d'un fluide. Alors, soit dit en passant, l'interface entre l'eau et l'air répond à ce schéma-là. Hein. La surface libre entre l'eau et l'air est horizontale de la même façon. Sauf que là, maintenant, on va se mettre dans un référentiel accéléré. Alors, un fluide incompressible de masse volume micro est placé dans un récipient au repos dans un référentiel galiléen. D'après l'exercice précédent, n'est-ce pas, sa surface libre est horizontale. Bien. Premièrement, qu'en est-il dans le cas où le récipient est uniformément accéléré avec l'accélération A égale A0 UX? Donc, on accélère le tout, là, avec l'accélération A égale A0 UX. Ah ah! Que se passe-t-il? Ce qui nous a permis d'écrire P égale P plus ρGH et faire tout notre raisonnement, c'est la loi de la statique des fluides. Mais la loi de la statique des fluides, somme des forces égale 0, c'est valable dans un référentiel galiléen. Là, on n'a plus un référentiel galiléen puisqu'il est accéléré par rapport au référentiel galiléen. Donc, somme des forces égale 0, voilà, mais il faut ajouter la force d'inertie. Les forces d'inertie. Mais à part ça, c'est pareil. Hein, donc, somme des forces égale 0, ça c'est l'équation de la statique, mais comme on est dans un référentiel non galiléen, il faut prendre en compte les forces d'inertie. Alors, c'est une bête accélération de translation, toujours dans la même direction. Il n'y a pas de rotation. Donc la seule, et en plus de toute façon il n'y a pas de vitesse, relative, mais quand bien même il y en aurait, il n'y a pas de rotation, donc il n'y a pas de force de Coriolis. Donc c'est juste l'accélération d'entraînement.
enfin la force associée à l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement, bah, la voilà. Et donc, la somme des forces, ça va être, alors la force de pression, moins gradient de P, alors toujours des taux, hein, sur une petite particule des taux, plus ρg des taux. Alors la force d'inertie d'entraînement, c'est quoi? Moins m fois l'accélération d'entraînement. Donc moins ρ des taux, et l'accélération d'entraînement, c'est A0 ux. Et ça doit être nul. Somme des forces égale 0. Vous voyez, il n'y a aucun changement. Grâce à ce qu'on a vu sur les changements de référentiel, on peut travailler dans un référentiel non galiléen. Il faut juste rajouter les forces d'inertie. Donc voilà qui est fait. Alors les détaux, OK. Il nous reste donc... Alors oui, alors c'est là que le gradient de P, il faut faire attention. Maintenant, le gradient de P, c'est... Vous voyez qu'il y a une composante suivant UZ et une composante suivant UX. Hein. Donc si j'écris gradient de P, maintenant, je vais avoir donc dP sur dx suivant UX, dP sur dy suivant Y et dP sur dz suivant Z. Donc gradient de P égale ρg moins, donc ρg vecteur G moins ρ A0 UX, et donc ça fait moins ρ A0 ici, 0 et moins ρg là. Voilà l'équation de la statique des fluides. Somme des forces égale 0. Ah ben, il n'y a plus qu'à intégrer ça, ce qui est trivial, hein, puisque c'est des dérivées premières et là c'est des constantes, donc allons-y. Et donc on a P, alors si j'intègre ça, D'ailleurs, la dernière ligne, c'est P de Z égale. oui c'est ces trois-là égale ces trois-là. Ah non, c'est moins ρg uz. C'est G qui est vers le bas. Je mets la composante suivant Z. Ah, Z est vers le haut, oui. Parce que la force d'entraînement, c'est moins MAE. Il vient du fait que si vous écrivez l'accélération du corps dans le référentiel non galiléen, c'est l'accélération du corps dans le l'accélération dans le référentiel galiléen, c'est l'accélération dans l'autre référentiel plus l'accélération de l'autre référentiel, plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération de Coriolis. Et donc, vous avez MA qui vaut somme des forces. Donc, vous avez MA' qui vaut somme des forces. Mais MA, c'est MA' plus MAE plus MAC. Et donc, moins MAE, moins MAC. Ah oui, on peut passer de l'autre côté. Eh oui, c'est MA qui vaut somme des forces, donc MA', ça vaut somme des forces moins celle-là. Donc la force d'entraînement, c'est ça, et la force de Coriolis, c'est ça avec le moins. OK. Ah, pardon. Petit rappel, OK. Donc on intègre ça. Alors suivant Z, donc P est une fonction de deux variables. Hein. Alors si j'intègre, allez, suivant X d'abord, je vais avoir P qui vaut P de 0, 0, 0, donc P de X, Y, Z. C'est ça que je veux savoir. Égale P de 0, 0, 0 moins ρ A0X plus une certaine fonction de Z. Yes? Et c'est quelle fonction de Z? Ben, si maintenant je dérive ça par rapport à Z, je sais que dP sur dz, ça doit être
moins rho g. Or, si je regarde ça, si je dérive ça par rapport à z, j'ai f' de z ici. J'aurais pu ne pas écrire ça là et l'inclure dans f de z. Hein. C'est au choix. Suivant x, j'ai ça, et puis j'ai une fonction qui pourrait dépendre d'autre chose. Et de y aussi d'ailleurs, hein, si on veut. Mais la dérivée par rapport à y est nulle. Donc je sais que ça ne dépend pas de y. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Donc dp sur dz vaut ça. Donc f' de z, c'est ça. Donc f de z, c'est moins rho gz, plus constante, quoi. Donc finalement, j'ai p de x, y, z qui vaut p0 moins rho à 0x moins rho gz. Si j'appelle p0 la pression au point 0, 0, 0. Pardon ? Bah, f de z, c'est-à-dire j'ai une fonction de deux variables, enfin 3, mais donc 2, x et z. J'ai la dérivée par rapport à x et j'ai la dérivée par rapport à z. Donc j'intègre d'abord par rapport à x. Si j'intègre par rapport à x, j'obtiens moins rho à 0x, mais plus une constante vis-à-vis de x. Et la constante vis-à-vis de x, elle peut encore dépendre de z. Alors je veux savoir comment elle en dépend, bah, je la dérive. Et je sais que sa dérivée doit vérifier ça. OK ? Bon, ça aussi, il faut s'habituer un petit peu à résoudre des équations différentielles quand il y a deux variables, c'est des équations aux dérivées partielles. En général, vous faites ça, hein, vous intégrez d'abord par rapport à la première variable. Et donc, il y a toujours une constante d'intégration qui peut dépendre des autres variables, puisque vous avez intégré que par rapport à une variable. Et ensuite, vous regardez comment elle se comporte, cette constante, qui n'est constante que vis-à-vis de la variable par rapport à laquelle vous avez intégré. Vous voyez comment elle se comporte vis-à-vis des autres variables en utilisant les autres équations différentielles partielles. Bon, ben voilà le champ de pression à l'intérieur du fluide dans le référentiel en mouvement. Alors, comment on trouve la surface libre ? On trouve la surface libre en regardant l'équipression, la surface équipression. Quels sont les points qui sont à la pression atmosphérique, par exemple ? Disons P0. Eh bien, ce sont les points qui sont donnés par ça égale constante, en fait. Les équipressions, oublions même la pression atmosphérique, les surfaces équipression sont les surfaces telles que ça égale constante, par définition. Tous les points tels que ça égale constante sont à la même pression. Et donc, alors je vais l'écrire comme ça. Surface équipression sont les surfaces d'équation ρ à 0x, alors, moins ρ à 0x moins ρ gz égale constante. Si ça, et ça, c'est bien l'équation d'un plan à 3D. Oui ? Ouais ? Non, c'est la pression en x et égale y égale z égale 0. Si on met x égale 0 et z égale 0, ça donne P0. C'est ça l'astuce. Enfin, l'astuce, c'est ça, oui, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est pas la pression atmosphérique. Faites attention à ça. La pression atmosphérique s'appelle souvent P0, mais l'inverse n'est pas vrai. OK, donc voilà l'équation des surfaces équipression qu'on peut réécrire encore. A0x plus gz égale constante. Bah, équipression, ça veut dire P égale constante. Donc ça veut dire tout ça égale constante. Donc ça veut dire ça égale constante. Donc ça veut dire ça égale constante aussi. J'ai juste divisé par moins ρ. Et donc je peux encore l'écrire, en fait, z égale moins A0 sur G, x. Ah ah, ben voilà. Voilà l'équation des surfaces équipression. Alors, est-ce que je peux les représenter sur mon schéma ? Je peux effacer au milieu, là, maintenant, non ? Oui ? Oui. Trop tard. Donc, j'ai mon récipient accéléré
avec l'accélération A par là. Et les surfaces équipression, alors en projection, en coupe sur le plan, ça devient une ligne. Z égale moins à 0. Alors, enfin, plus constante, hein, bien sûr. Donc, bah, c'est un truc qui descend comme ça. Voilà les surfaces équipression. Avec une pente qui est quoi? Bah, qui est moins A0 sur G. Et donc voilà la surface libre du fluide. C'est celle qui est équipression à la pression atmosphérique. Alors ça c'est un truc au passage, on néglige la différence de pression dans l'air. En vrai, la pression atmosphérique ici est un petit peu plus grande que là, puisqu'on a descendu d'une certaine hauteur H. Donc la vraie pression atmosphérique, c'est ρ de l'air fois G fois H de plus, enfin en plus ici par rapport à là. Mais ρ de l'air est tellement petit par rapport à tout le reste. Alors, on a vu, en gros l'air c'est 1000 fois moins dense que l'eau, hein, à peu près. Donc en général on suppose qu'effectivement la pression atmosphérique est la même partout autour, quelle que soit l'altitude. Sauf si on varie sur des kilomètres. C'est ce qu'on avait avant. L'échelle de variation de la pression, c'est de l'ordre du kilomètre. Enfin, c'est 8 kilomètres. Donc, tant qu'on est sur des centimètres, même des mètres, on suppose que la pression varie pas. Enfin. Donc, si on accélère avec une accélération d'entraînement de G, on a... On est à 45 degrés. Ah oui. Ouais, ok. D'accord. La pente sera moins 1. D'accord. Donc, 2G, ce serait 90. Non. Non. Si vous voulez une pente... 90, c'est une pente infinie. Il faut accélérer à la vitesse infinie, à accélération infinie. C'est très intuitif. Effectivement, si vraiment vous accélérez, si ça tend vers l'infini, en fait, plus vous accélérez vite, plus ça va faire ça. Et la limite, ça va être plaqué à l'arrière, là. Mais vous voyez que la pente, c'est exactement moins A0 sur G. Alors, comment on peut le voir, ça? Très intuitivement, si vous regardez... en fait, revenez à la somme des forces ici. Vous avez, en fait, donc le poids plus l'accélération d'entraînement. Ça fait un espèce de poids effectif, qui est la somme des deux. Donc, ρg moins ρ à 0, en fait, ux. C'est quoi ce vecteur-là? C'est le vecteur donc, qui a pour composante, alors il y a ρ là, enfin il y a même moins ρ, enfin il y a ρ, et puis c'est moins A0 moins G. Il est dans quelle direction ce vecteur-là? Exactement. Si vous faites la somme du poids et de la force d'inertie d'entraînement, en fait, ça vous fait une force qui, au lieu de tirer vers le bas, comme fait juste le poids, ça tire vers le bas, mais il y a la force d'inertie qui pousse par là. Donc, ici, vous avez ρg, un ρg des taux. Et ici, vous avez moins ρ à 0 des taux, ux. Donc ça vous donne une accélération de la pesanteur effective qui est la somme des deux accélérations, celle de la pesanteur, la vraie, et celle d'entraînement. Donc tout se passe comme si le poids était comme ça, tiré par là. Et donc la surface libre, exactement comme la surface libre là dans un référentiel galiléen, eh bien elle est orthogonale à la pesanteur, ben là aussi. Sauf que la pesanteur, elle n'est pas juste G, elle est G moins AE. Donc vous avez une accélération effective de la pesanteur qui vaut G moins A. Ça, on peut pas appeler ça la pesanteur, c'est la force, c'est pas la pesanteur. Mais en fait, qu'est-ce que vous appelez pesanteur? Et d'ailleurs, en fait, ce qu'on appelle pesanteur,
si je ne m'abuse, inclut la force d'entraînement dans la Terre. Non, pas de Coriolis, parce que Coriolis, c'est si vous avez une vitesse propre. Et même au repos, là, qu'est-ce qui se passe en vrai? Là. Représentons la Terre vue d'un référentiel galiléen. Si vous êtes ici, voilà, vous êtes ici à la latitude de Paris, 49 degrés, je ne sais pas quoi. Quelle est la force qui s'exerce sur vous? Eh bien, il y a le poids qui vous tire vers le centre de la Terre, mais il y a une force centrifuge qui vous éloigne de l'axe. Vous avez une petite force ici qui vous pousse par là. Ce qui fait que le fil à plomb, c'est-à-dire là, il ne va pas pointer vers le centre de la Terre, il va pointer dans cette direction-là. C'est la somme des forces, quoi. Donc votre poids, en fait, il prend en compte déjà la force d'entraînement liée à la rotation de la Terre. Donc le fil à plomb, la verticale ne va pas au centre de la Terre. Enfin, la verticale définie par le fil à plomb vise un peu à côté. Sauf si on est au pôle Nord. Et si on est au pôle Nord, on pèse un peu plus que si on est à l'équateur, parce qu'à l'équateur, la force d'entraînement nous soulève un peu. Alors pas beaucoup, mais un petit peu. On peut le calculer combien? Ouais. La définition de la verticale, c'est ça. Donc oui, on est à la verticale, mais la verticale ne pointe pas vers le centre de la Terre. Ah, c'est pour ça que les fusées, c'est généralement autour de l'équateur, les bases de lancement. Ah oui, ça c'est bien parce qu'on bénéficie d'une vitesse plus grande, bien sûr. Ah oui, toutes les bases de lancement sont le plus près possible de l'équateur. Kourou, c'est le meilleur centre de lancement de la planète. Hein. Et les Russes, ils vont à Baïkonour, ils vont aussi bas qu'ils peuvent. Et les Américains, ils vont à Cap Canaveral, ils ne vont pas en Alaska. Hein. Donc oui. Calculons, évaluons là. Si vous avez une masse M, donc votre poids de pesanteur, c'est M fois le G qui est calculé avec la masse de la Terre, etc. On voit ce que ça vaut. Que vaut la force d'inertie d'entraînement? C'est simple, la force centrifuge, en fait. La force centrifuge, c'est quoi son expression? Dans le même sens. Enfin là, elle va dans... Ouais, juste pour évaluer sa norme. M oméga 2 HM. M oméga 2 fois la distance à l'axe. Alors ici, la distance à l'axe, c'est le rayon de la Terre. Et oméga, c'est quoi? C'est 2pi en 24 heures. Alors en 23 heures 56 minutes. Hein, c'est la période sidérale. Mais soit. Alors, 2pi divisé 24 heures, ça fait 86 400 secondes. Et oui, hein, je calcule vite. Hein. C'est juste que je le sais. Parce que je serais incapable de le faire. 24 fois 3600. Mais la période sidérale est un peu moins. Je ne sais plus, c'est 134. Enfin bon, bref. Allez, 86 000. On ne va pas s'embêter. Et puis ça fait 6. D'accord ? 6 sur 86 000. Donc, allez, 6 sur 9 même, 10 moins 4. Donc ça fait, on a dit, ça fait 2 tiers, allez, même, allez, 2 tiers. Non, c'est pas 2 tiers, si, c'est 2 tiers. 2 tiers 10 moins 4 au carré, donc ça fait 4 dixièmes 10 moins 8, donc ça fait 4 10 moins 7. Non, 4 10 moins 9. Donc ça, c'est 4 10 moins 9 en radians par seconde carré, fois le rayon de la Terre, 6400 km, donc fois 6.4 dit 6 mètres, hein, 6400 km, donc 6 millions de kilomètres. 4 fois 6, 24, et un peu plus, allez, 25. 25, donc 2,5, 17, donc 10 moins 2. Donc voilà l'accélération d'entraînement à l'équateur
2,5 10-2 à comparer avec 9,8. Donc c'est plus 9,81, c'est 9,79, enfin... Si on ne s'est pas trompé. Il me semblait que c'était un tout petit peu plus quand même. Mais bon, Et en on plus, était un peu à la louche. Le rayon de la Terre à l'équateur, il est plus petit que... Non, il est plus grand. Ah, il est plus grand. Justement à cause de ça. Enfin bon, c'est à la louche. Mais donc, c'est pas énorme. Mais néanmoins, c'est pas complètement négligeable non plus. Il me semblait que... Bon, bref, vous vérifierez. Enfin, on va pas passer du temps à ça. On a 1000 exercices à faire encore. Alors... Ah, on fait aussi la surface libre du seau d'eau. C'est pas mal ça. Ou bien vous le ferez tranquillement. Il faut mettre l'accélération cette fois, il faut se mettre dans le référentiel du seau. Il y a le poids plus l'accélération centrifuge. Bah, c'est la suite de ce même exercice en fait. Et donc c'est le même principe, et vous vous mettez dans le référentiel tournant, et vous avez un profil en R, vous allez trouver que c'est parabolique. Je vous le dis, donc je vous laisse le faire, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse un peu de Bernoulli et tout ça. Mais on en est encore loin. Et quelle heure est-il ? Faut qu'on fasse un autre cours. Hein. Non, enfin non, je veux dire à la rentrée, enfin je sais pas, ou le 8, non, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez ? Hein ? Lundi on fait 4 heures, oui. Non, lundi d'après. Non, c'est juste que j'espérais faire... Ah oui, mais en fait c'est un peu un cours rajouté, c'est déjà. Bon, alors donc on se dit on finit ça. Ah oui, non, c'est juste qu'on... Non, on rattrape... Non, oui, mais le mercredi on avait que 2 heures. Et là, on va faire 4 heures. Parce qu'en fait, lundi, bizarrement, dans votre emploi du temps, il n'y avait pas de cours. Donc, c'est 2 plus 2. Ouais. Ouais. Genre. Ce que je vous propose... Parce que, enfin, si on court pour faire en une demi-heure Bernoulli, c'est pas la peine. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse... Alors, on peut faire un truc Sioux. On peut faire... Lundi à la rentrée, on fait une petite interro sur les fluides pour se retrouver et on refait 4... Ah non, on va pas faire 4 heures. Non, on fait pas ça. Donc on fait 2 heures d'exo d'hydro pour finir les exos d'hydro. Donc là, on fait encore une demi-heure, plus 2 heures le lundi, et on attaque un nouveau cours, par exemple, électrocinétique. On verra. Non, thermo, vous le faites la semaine prochaine, mais pas avec moi, avec l'autre prof. Normalement. Après... Bref, on continue, mais on ne se met pas la pression trop. Ça, c'est pas trop de dire de pas nous mettre la pression quand on fait des fluides. Sans jeu de mots. Bon, allez. Plac. Vous vouliez faire le 7, hein, je crois. On va faire le 7. Alors, un fluide incompressible de densité ρ est placé dans un aquarium de forme parallélépipédique, rectangle, de hauteur h, de largeur a, de longueur b. De hauteur h, de largeur a, de longueur b. Déterminer la force de pression résultante sur chacune des 5 faces en contact avec le fluide. Il y a 5 faces, on est d'accord, les 4 verticales et celle du bas. Donc là-dedans, il y a de l'eau, il y a un fluide de densité ρ.
Bon, alors ça, c'est ce qu'on a un peu annoncé la dernière fois, enfin, ou je ne sais plus quand. La pression n'est pas la même en chaque point. Donc, sur chaque face, il y a en fait une résultante, enfin, il y a plein de forces de pression sur chaque élément de surface. Et on a montré de manière très générale, en l'occurrence, toutes ces forces ont la même direction. Même si ce n'était pas le cas, on pourrait quand même le faire, mais on l'a montré explicitement dans ce cas-là. On peut ramener ce système de force à une force qui s'exerce en un point. Quelle force? La somme des forces. Et en quel point? Eh bien, en le point qui donne le même moment pour la force résultante que l'ensemble des forces. Alors, on va déjà calculer la force totale. Alors, on ne refait pas la statique du fluide, donc le gradient de P égale moins ρ G, et donc P égale P0 moins ρ Gz, où Z, donc on va partir du haut, d'accord? On met le 0 en haut de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Z est vers le haut, et on prend 0 à la surface supérieure de l'eau. Donc moins ρGz, c'est-à-dire plus ρGh, H étant la profondeur. Hein, c'est toujours pareil, bien sûr. Alors, donc ça c'est la pression en chaque point. Et maintenant, on veut la force de pression sur les surfaces. Alors, on va faire le calcul pour cette face-là, par exemple. Donc, ou pour celle-là, enfin, je sais pas. Allez, pour celle-là. Donc, on va avoir X comme ça, Y comme ça. Donc, je me mets dans le plan X... Non, je me mets dans le plan YZ. OYZ. Et donc, la face en question, la voilà. Et donc, X vient vers nous ici. Le vecteur UX est dirigé vers nous. Et donc, toutes les pressions, donc on est devant, hein, donc ça pousse de derrière vers nous. D'accord ? Alors, ce qu'il faut sommer, c'est la somme de toutes les petites forces de pression qui s'exercent sur un élément de surface des X, des Z, des Y, des Z. Alors, vu que la pression ne dépend que de Z, on peut déjà regrouper tous les points qui sont au même Z, peu importe leur Y. Donc, on va découper la surface en petites bandes élémentaires comme ceci. D'accord? D'épaisseur des Z. Quelle est la pression que l'eau exerce sur cette petite partie de la surface? Par définition, c'est P fois la surface. Hein. Donc le dF de cette bande-là, c'est P là où on se trouve, donc en Z, fois la surface élémentaire. C'est quoi la surface élémentaire? dz fois cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est A, oui. Donc P de Z, A dz, et c'est suivant UX. Voilà. Bon, bah, il y a juste à intégrer, puisque P de Z, ça vaut ça. Et donc, le tour est joué. Donc ça fait A. Je mets A en facteur. Somme de P0 moins ρGz dz. Alors, d'où à où? Eh bien, de 0 à moins B. Non, à moins H. Voilà, donc ça fait A moins A P0H et donc ça fait moins 1,5 de ρG Z2. Donc, pourquoi il y a des moins partout? Ah,
moins 1,5 de rho GZ. Ah oui, oui, c'est ça. Ben non. Ah non, mais ici, il est moins 1. Ah oui, ben non. Mais non, mais si j'intègre ça, ça va faire du z carré. Ah non, non. Bah si, si. Euh, Ah non. Ah si. Là, on se dit, on aurait mieux fait de prendre le 0 ici, mais bon. Mais d'accord, mais n'empêche. Trop tard, voilà. Attendez, c'est quoi cette histoire-là? P2Z. Faut pas mettre moins des Z ici, c'est peu importe. Ah oui, non, mais c'est. Enfin. Oui, le 0 est là, on a dit. C'est ce qu'on a dit. On aurait mieux fait de ne pas faire ça, mais on a dit qu'on faisait ça. Donc en fait, on somme de. Mais du coup, c'est moins des Z, c'est ça l'astuce. Encore une carabistouille. Encore une carabistouille. Bon, enfin bref. Ok, donc ça fait plus ici. Donc ça fait plus ici. C'est bien ça, hein? Mais non. Non, 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 non. Non, ça ne change rien. Le DZ... Non, non. Le DZ, il est négatif, mais c'est pas grave. C'est quand même DZ. Et P plus rho GZ, la constante, c'est quand le Z est dirigé vers le bas. Non, vers le haut. Non, mais on a mis P égale P0 moins rho GZ. Donc P augmente quand Z est plus petit. Non, mais c'est bon alors. Donc continuons. Il y a quand même un problème. Oh là là, on s'est mis dans un sacré pétrin là. Bon, c'est évidemment plus, mais pourquoi je vois pas... Vous voyez, vous? Pourquoi on a un problème de signe moins? C'est insupportable. Si, c'est ce DZ-là qui est négatif quand on... Ben oui, c'est pour ça, normalement, peu importe. Le H, c'est cette hauteur-là. Donc on somme de 0 à moins H. Mais non, on sort de H à 0. H, le l'origine est en haut. Ben non, donc on somme de 0 au Z max qui est moins H. Mais 0, il est Alors, non, on forme de moins h à 0. Pas de moins H à 0. Mais oui, parce qu'on monte comme ça, de moins h à 0 dans l'ordre. Ben on peut choisir notre sens. Ouais, mais ça met un signe. Ah oui, mais le DZ est dans l'autre sens du coup. Mais non, mais... Si, il faut aller dans il faut intégrer le Il faut changer les bords. Mais c'est ça. Ok. C'est ça, ouais. Ok. Bon, ok, donc plus et plus. Ah non! Eh non! Non! Pourquoi? Bah oui. Non, c'était bien de 0 à moins H, mais c'est moins des Z. C'était lui. Et donc, ça fait ça. Voilà, c'est ça le truc. C'est moins des Z? Oui, parce qu'on veut... Ah oui, parce que... Oui. Non, c'est de moins h à 0 parce que vous êtes vers le haut. Non, mais c'est débile. Et pourquoi ça vous va pas de moins h à 0?
Ça poserait... Et sans le moins Non, mais moins je des somme années. sur Z, et Z va de 0 à moins H. J'ai le droit. Je somme sur Z. Mais c'est incroyable ce truc. Non, mais on doit être vraiment débile, hein. Si on veut faire de 0 à moins H, on va être à moins 2 ans. Parce que dans la gravité, enfin, je sais pas, le point sur les bornes. En changeant de repère. Vous voulez qu'on mette le 0 là? Allez, on met le 0 là. Non? C'est juste les bornes. Si on prend Z vers le haut, on va demander à 0, on va pas de 0 à moins H. Non, mais je peux choisir. Non, mais je peux choisir d'orienter Z vers le haut et de sommer de où je veux à où je veux. De là à là, de là à là, je somme d'où je veux à où je veux. Ça doit marcher. Mais c'est votre origine. Mais là, c'est L'axe, il a une direction. Enfin, On peut pas sommer comme on veut. A moins B n'est pas égal à B moins A en mathématiques. Hein? A moins B, ça fait pas B moins A. Non. Non, mais. Ah oui. Ouais. Bon, ça fait ça. Allez, ça fait ça. Du coup, à chaque fois qu'on va choisir l'origine d'un axe, maintenant on va culpabiliser. Ouais. Ouais. Non, pas où vous voulez. Mais au CAPES, vérifiez bien que le résultat est cohérent. La force, elle est positive suivant UX. Ça, c'est sûr. Hein. Elle pousse vers l'avant. Bon, donc la norme, c'est ça. OK. Alors, c'est quoi la question? OK, déterminer la force résultante. Alors, donc la force résultante sur cette face-là, on a dit que c'était ça. Alors, donc c'est P0 fois AH. Donc ça, c'est la surface correspondante fois P0 plus 1/2 de rho GH fois AH en fait. On va faire ça comme ça. Alors ça a beaucoup de sens, n'est-ce pas? F. Ça a tellement de sens qu'on va tout de suite pouvoir écrire sur les trois autres faces. Hein, vous voyez que c'est la surface de la face fois P0, comme si c'était partout P0, mais ce n'est pas partout P0 en fait. En haut, c'est P0. Et puis, linéairement, la pression augmente. Ici, elle vaut P0. Et puis, elle est de plus en plus grande. Jusqu'à valoir ici P0 plus ρ GH. Et donc, P0 plus 1,5 de ρ GH, c'est juste la moyenne. Ah. Non, c'est ça. Non, P0 plus ρ GH sur 2, c'est bien ce qu'il y a ici, oui, c'est la moyenne. D'accord? Parce que ça varie linéairement et qu'il y a la même surface pour chacun. Donc la moyenne des forces, c'est la force exercée par la pression moyenne. Donc c'est très cohérent. C'est ça qu'on trouve. Tout se passe comme s'il y avait une pression unique qui était la pression moyenne, mais qui s'appliquait sur toute la surface. Parce que c'est linéaire. OK ? Donc ça, c'est bien sympathique. Alors évidemment, sur les trois autres faces latérales, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe en bas maintenant? Eh bien, en bas, c'est simple. C'est la même pression pour tout le monde. Donc c'est la pression d'en bas fois la surface d'en bas. Hein, donc face du bas. La force, c'est donc la pression d'en bas, c'est-à-dire P0 plus ρ GH, fois la surface BA, AB. Et donc ça, c'est P0 fois AB,
plus ρ HABG. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que HAB, c'est le volume de l'eau fois ρ. Donc ça, c'est la masse de l'eau. Donc en gros, il s'exerce en bas la pression atmosphérique fois la surface, plus le poids de l'eau. C'est moins pour faire- Alors oui, pardon, je n'ai pas mis le vecteur. Ça, c'est moins UZ. Suivant moins UZ. Donc la résultante des forces de pression sur la face du bas, c'est le poids de l'eau plus le poids de l'air encore au-dessus. C'est le poids de tout ce qui est au-dessus. Bien, alors, je ne sais pas si l'exercice le demande, mais on va le faire. Où s'appliquent ces forces? Alors en bas, c'est facile, tout est uniforme, donc ça va s'appliquer au centre de au centre de la face, pour la face du bas. Mais pour les faces latérales, où s'applique la force? Il le demande ou pas? Oui, déterminer le point d'application. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais refaire le dessin là. Donc ici, on a une petite force, P0ds. Et puis en bas, on a une force P0 plus ρgh ds. Et puis ici, on a une force P0 moins ρgz ds. Alors le ds, en fait, enfin oui, bon, ds. Enfin, bref, c'est un peu schématique. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, la force sur un petit élément de surface ds, c'est-à-dire A fois dz, elle est de plus en plus grande. Hein? Pourquoi vous avez fait ça? Ça répond à une question. C'est pour préparer la réponse à la question. On s'intéresse maintenant au point d'application. On a vu que la somme de toutes ces forces, là, hein, donc ce ds, en fait, je peux l'écrire comme ça, c'est B ou A, là? C'est A. C'est A dz, d'accord? A dz. A dz. C'est la force sur une petite bande de hauteur dz à chaque endroit. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait la somme de ces forces et on a trouvé ça. Bien. Maintenant, où s'applique la force résultante? Comment le savoir? Alors, j'ai déjà répondu 3 fois à cette question. Comment savoir où s'applique cette force, en fait? Cette force résultante. Voilà, donc, ce système de force est équivalent à une force unique qui s'applique quelque part, comme s'il y avait une seule force qui s'applique en un point, qui aurait la même somme des forces, qui aurait le même torseur des forces, donc la même somme des forces, mais le même moment. Donc, il va falloir calculer le moment de toutes ces forces et dire que c'est égal au moment de la résultante appliquée quelque part, et on verra bien où. Donc, calculons le moment des forces. Alors, par rapport à où? Là, là, peu importe, on dit là. On va calculer le moment total de toutes les forces de pression par rapport à un point. Par exemple, le point O. En bas, vous voulez en bas? Vous avez été vacciné, c'est ça? Vous voulez plus qu'on parte d'en haut? Ok. Ah, ça va être plus simple d'en bas, en fait. Je pense vraiment que ça va être plus simple. Ah. Si, je pense. Allez. On va voir. De toute façon, c'est pas non plus compliqué. Hein. Alors, allons-y. Quel est le moment de cette petite contribution là au point O? La contribution de cette force au point O, alors ça donne quoi comme moment? Eh bien, ça donne O fois le point d'application, M.
C'est OM vectoriel la force. D'accord? Eh bien, OM, c'est moins Z. Oh my god. Moins Z U Z. Non, c'est Z U Z. Et Z est négatif. On va écrire que des normes. Ah oui, mais Z est négatif. Quelle est la direction? Ça pousse comme ça, donc ça fait tourner comme ça. Donc ça vient vers nous. Donc c'est suivant UX. Et en norme, c'est le produit des normes. D'accord? Ça vient vers nous, ça fait tourner comme ça. On a dit que c'était UX là. Et en norme, c'est le produit des normes. Le produit des normes, c'est moins Z, parce que Z est négatif, Z valait de 0 à moins H, moins Z fois la force en question. Et donc la force, c'est P0 moins ρ GZ A dz. Et donc le moment total, c'est la somme de 0 à moins h. C'est là qu'on a peur avec le dz. C'est vrai ce dz. Ah, mais il y a un truc que je vois pas, je comprends pas. Bon, on met z vers le bas, j'en ai marre. Ah, mais si on met z vers le bas, notre expression de... On va de 0 à h, et là c'est plus ρ gz. Non mais c'est ça, voilà. La pression, c'est P plus ρ gz fois A dz. Et on va vers le bas. Ça, c'est sûr que ça marche. On doit pouvoir s'en sortir quand même. Je vois rien, je suis désolé. Mais bon, bref, faisons-le comme ça. Donc, on part de là et on met z vers le bas. C'est ça qui nous a tués. Donc, on arrête, quoi. On ne meurt qu'une fois. Donc, et là, c'est bon, hein. Donc, ça fait P0 A Z dz, et on somme donc de 0 à h, plus somme de 0 à h de ρ g z2 dz, et il y a un a quelque part, et tout ça c'est suivant ux. Ok, égal, donc 1,5 de P0 à h2 plus 1 tiers de ρ a g h cube ux. Yes? C'est bon pour tout le monde? Et ça, donc ça c'est le moment total. Et ça doit être égal à la force totale au moment de la force totale en son point d'application. Je ne me suis pas trompé là, c'est bon? Bon. Donc le moment de la force totale, si elle s'applique à la profondeur HA comme point d'application, ça doit être égal à OA, point d'application, vectoriel, la somme des forces, c'est-à-dire ça, P0 plus 1,5 de ρ GH fois AH Ah, c'était pas UX? Ah non, 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 c'était pas UX, c'était moins UY. Ouais, d'accord. Mais c'était moins EY. Oui, mais si là on met UX. Oui, mais là on avait mis UX. Bon, enfin, donc soyons cohérents.
On s'intéresse aux normes, allez. Le en demi de... C'est pas un rond, en demi de rho. AH carré. P0. Et ça, c'est... C'est P0. C'est ce terme-là. Ah non, non, pardon. Bon, on a changé de face entre-temps, donc c'est pas grave. On s'intéresse aux normes, on sait très bien dans quel sens ça pousse, c'est bon. Hein. On est tous fatigués apparemment, c'est pas très grave. Donc je veux ça égale ça. Donc quelle est la longueur ici? Que vaut HA? Ben, il suffit de l'écrire. Hein. Ouais. HA, la profondeur du point d'application. Oui, oui, mais petit HA, la norme de H. Ouais, pas de souci. Alors, donc ça fait quoi? Je vais mettre AH en facteur ici déjà. Je peux même mettre AH carré en facteur, ouais. Ouais, mais je vais mettre AH en facteur. Ouais. Donc ça en norme, ça va faire... Ça m'embête, oublions les vecteurs, normes. Hein. Voilà. Parce qu'on a changé de face entre-temps, donc c'est pénible. Norme de ça, voilà. Voilà, égale, donc HA fois P0 plus 1,5 de rho GH. AH. Et je sais pourquoi ça va pas. Enfin, ça va, mais je sais ce qui manque. C'est que ça pousse aussi de l'autre côté avec P0. Donc, en fait, je vais m'intéresser simplement à la surpression liée à l'eau. Donc, on oublie P0. Ça vous va? Parce que, OK, ce terme-là, enfin, ce terme-là, il est évident. C'est juste qu'il est lié. S'il n'y avait pas d'eau, il y aurait ça. Donc, l'eau, elle rajoute ça. De l'autre côté de la vitre, il y a aussi ça dans l'autre sens. Donc, on va s'intéresser juste à ce qui vient de l'eau. Donc, ça annule ce terme-là. Ça va être plus simple. Donc, on oublie le P0 et on oublie le P0 ici aussi. Et voilà. Bon, ben là, c'est bon. Donc, on a 1/3 de rho G 1H cube qui vaut 1/2 de rho G AH carré HA. Yes? Yes. Et donc, j'oublie la pression atmosphérique parce qu'elle pousse des deux côtés. Donc certes, la force, c'est ça. Mais dans cette force-là, il y a une partie qui est pas liée à l'eau, qui serait là même s'il n'y avait pas d'eau, et une partie qui est liée à l'eau. Je me pose la question, la pression due à l'eau, où elle s'applique? Donc je prends que la force due à l'eau. Le HA, c'est H avec un grand A, on est d'accord? C'est pas un petit A, parce que ce que vous avez fait là. Oui, c'est H grand A. Oui, c'est celui-là, là, celui-là. Oui, HA, oui. Et donc HA égale 2/3 de H. C'est ce que je vous ai dit l'autre jour, d'ailleurs. Mais voilà, on l'a retrouvé. Ouf! Ce fut un petit peu laborieux, je le reconnais. Donc, en fait, le système de force est équivalent à une force qui s'applique, qui correspond à la pression moyenne de rho GH, mais qui ne s'applique pas au milieu, qui s'applique aux 2/3. C'est comme ça. Deux tiers, 1/3. C'est l'heure, hein, je pense. Bien sonné, même peut-être. Non? Ah bah là, on peut en faire une petite. Ah non, pile poil. Bah c'est bien calibré, vous voyez. Bon, pas de questions, c'est bon. Donc on se revoit le 8. Et merci. Et on continuera des exos d'hydrodynamique cette fois. Allez. Ah oui, oui. Merci.